Merci pour votre invitation, en tout cas. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager voilà, ces moments. Donc, en fait, c'est simplement, on va parler aujourd'hui, c'est vrai, plus du partenariat en éducation thérapeutique. À savoir que moi, ça fait donc une dizaine d'années que j'avais mis en place un programme avec le CHU de Nice. Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, on travaille avec le JETED, c'est un groupe d'études de l'appareil inflammatoire digestif, où on a conçu en fait un portfolio. Donc, c'est un support de travail pour l'éducation thérapeutique, où notre association, était invitée à l'élaboration de ce portfolio. Et il s'avère, donc, une fois qu'il a été fini, il a été imprimé. Et puis derrière, tout de suite, donc c'était en 2008, nous, on a fait déjà notre formation de 40 heures, en fait, donc à l'éducation thérapeutique, à cette nouvelle ETP. Et en fait, c'était dédié qu'à des professionnels de santé. Et c'est vrai, ouais, ayant participé en plus à l'élaboration de ce portfolio, on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir des places pour être formés aussi, nous, en tant que patients. Et finalement, on a réussi à avoir 4 places, dont j'ai pu faire partie. Et donc, je pense que c'est une des meilleures formations en fait que j'ai pu faire parce que effectivement, c'était ce que j'appelle moi les formations hybrides, c'est-à-dire professionnels de santé et patients, alors experts, partenaires. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire experts, mais c'est vrai que je titillais un peu les médecins avec experts parce qu'ils n'aimaient pas trop au départ. Donc, c'était sur justement l'expertise du vivre avec, le savoir expérientiel. Donc, je leur expliquais. Et donc voilà comment s'est passé en fait cette éducation thérapeutique. Et une fois la formation finie, c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'intéressait. Donc j'avais demandé au patron du pôle digestif du CHU de Nice si ça l'intéressait de mettre en place ces séances d'éducation thérapeutique. Donc ça, je rappelle, c'était en septembre 2008, donc il n'y avait pas encore la loi HPST. Et puis c'est vrai qu'il m'a dit oui sans être vraiment convaincu. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé. Il m'a dit oui, mais tu te mettras avec la psychologue. Et en fait, on a commencé notre binôme, professionnel de santé, patient expert et malade. Mais c'était la première fois en France où on faisait justement de l'éducation thérapeutique en binôme. Et je trouvais ça sympa parce que justement, il y avait l'expertise du savoir et l'expertise du vivre avec. Moi, j'ai 40 ans de maladie, j'ai eu 3 cancers, l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire. Donc, c'est vrai que j'ai un vécu sur la maladie. Et c'est vrai que ça apporte énormément aux malades. C'est ce que j'expliquais souvent aux médecins. C'est vrai que le malade, ce n'est pas forcément la maladie, les traitements, mais ça va être aussi comment organiser sa vie avec la maladie. Et en fait, on a créé. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça avait râlé parce que moi, c'est vrai que j'avais demandé à ce qu'on se réunisse pour faire des réunions au sein du CHU. C'est vrai, je me demandais à ce qu'on se voit une fois par mois. C'est vrai que c'est compliqué pour les équipes, effectivement, parce qu'un peu débordé, mais c'était important pour donner en fait cette dynamique, en tout cas, à l'équipe. Et finalement, ils ont accepté et je pense que ça a été un bénéfice aussi parce que souvent, les programmes sont portés par une personne et puis après, cette personne, elle s'épuise un peu parce qu'elle est toute seule. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je pense, arriver à créer cette dynamique en faisant ces réunions quotidiennes. Et je vais vous montrer un petit peu justement ce qu'on avait mis en place justement. Hop, vous voyez le PowerPoint, oui. Oui, on le voit très bien. Voilà, ce qu'on a mis en place déjà, c'est ces outils-là, parce qu'en fait, on s'apercevait que dans les CHU, c'était très compliqué de communiquer, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de… Donc, Eric, en fait, par contre, juste, on le voit en petit, il n'est pas en plein écran. Juste le… Alors, hop. Voilà, très bien, merci. Voilà, donc on a commencé justement par mettre en valeur un peu ce qui était mis, ce qui était fait en fait dans le CHU, donc avec un poster justement pour déjà attirer un peu l'œil, parce que c'est vrai qu'on voit des posters avec plein de textes, non, il faut une image, il faut que ce soit quand même assez captivant, et un petit flyer donc justement pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique. On a même la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre justement les logos du CHU pour qu'ils s'approprient en fait le dépliant. On a mis à disposition aussi, une fois qu'on l'avait réalisé, ça c'est l'étoile des 5 santé. Soit on le plastifie en A4 et puis après les personnes peuvent l'utiliser pour faire leur diagnostic éducatif. On a les petits questionnaires, pas les petits questionnaires, le petit pour évaluer un petit peu où il en est sur la vie affective, la vie sociale, la vie sexualité. Et là, on s'aperçoit tout de suite en fait les problématiques à travailler le plus rapidement. On a créé aussi une pochette parce qu'au départ, on n'envoyait jamais le courrier, par exemple, aux médecins généralistes. Et là, on mettait tout dans la pochette de gauche où il y avait déjà l'enveloppe, il y avait déjà les courriers pré-imprimés
qu'on pouvait rajouter. Et puis, surtout aussi, c'est qu'on a essayé de créer aussi des ateliers. Alors ça a été fait aussi par notre association pour vraiment essayer d'aider les équipes hospitalières qui n'ont pas forcément toujours le temps. Donc, de créer des ateliers clés en main, justement, pour montrer vraiment aussi ce que c'est que l'éducation thérapeutique et d'avoir en fait une fiche descriptive, la fiche synthèse et les questionnaires d'évaluation qui nous permettaient d'avoir après, donc, pareil, hein, on pouvait les personnaliser et en gros, c'est les ateliers qu'on pouvait proposer. Donc, soit on envoyait le PDF pour les faire imprimer s'ils pouvaient, soit on envoyait même le poster en fait imprimé. Parce que je vous dis, des fois, c'est un petit peu galère dans les hôpitaux d'avoir donc des copies couleur. Donc, voilà un petit peu comment en fait c'est créé en fait le partenariat. Donc, on a fait donc ces réunions. Tous les mois, parce que ça, je vous dis, je réinsiste dessus, c'était vraiment très important. Et puis, est arrivé donc après le Covid. Et là, je vais laisser donc la parole donc à Virginie. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Ouais. Oui, on t'entend. Voilà. Alors, donc, du coup, moi, je suis Virginie Cluzot. Je suis infirmière coordinatrice du programme ETP au CHU de Nice sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, j'ai intégré le programme, en fait, il y a à peu près 4 ans. Donc, c'était, comme le disait Eric, un programme qui était déjà installé depuis de nombreuses années dans le service avec une équipe plus ou moins organisée. Donc, du coup, moi, j'ai repris au fil de l'eau. Il y a avant la problématique Covid, je pense qu'il était important de noter en fait que ce que disait Eric, la dynamique d'équipe est quand même vraiment très, très importante pour pouvoir mobiliser les professionnels qui travaillent à l'hôpital et le partenariat avec les patients pour créer une dynamique auprès des patients qui vont bénéficier de ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, on avait organisé un système d'ateliers collectifs avec un sondage préalable auprès des patients pour essayer de nous adapter au mieux en fait, à leur disponibilité et leur faciliter l'accès à ce programme d'éducation thérapeutique avec des séances en fait, qui étaient organisées les unes à la suite des autres sur une après-midi entière, un après-midi pour leur éviter de se déplacer plusieurs fois. Et puis, ça marchait plutôt bien. Et puis, donc, le Covid est arrivé et du jour au lendemain, il a fallu qu'on arrête de se rencontrer de manière physique. Et moi qui n'étais pas forcément très enclin à la digitalisation, à l'éducation thérapeutique en format virtuel, parce qu'en tant qu'avec une formation d'infirmière, je considérais que l'aspect le tête-à-tête avec un patient était primordial pour pouvoir générer de l'éducation thérapeutique et en tout cas accompagner les patients dans leur parcours de vie et de soins. Avec le Covid, on s'est retrouvé un petit peu dans une difficulté où on n'avait plus les moyens en fait, d'accompagner les patients comme on l'aurait voulu. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché avec Eric et du coup, l'association François Aupetit étant le partenaire privilégié de notre service au sein de l'hôpital, on s'est contacté et on a décidé ensemble de digitaliser entièrement notre programme d'éducation thérapeutique et de pouvoir en fait permettre aux patients de bénéficier du programme même en période Covid et donc de leur proposer des ateliers collectifs en visioconférence. Donc, Eric va pouvoir diffuser une des diapos qu'on présentait dans le cadre du programme. Voilà, donc ça, c'est l'exemple d'un atelier qu'on a organisé. Donc, on le faisait en binôme avec la patiente ressource de notre programme. Donc, voilà, il y avait une invitation envoyée aux patients et puis après inscription, on organisait l'atelier donc en visioconférence. Donc, ça, c'était la slide de présentation. Je te laisse avancer un petit peu. Voilà, donc après un bref rappel en fait, des consignes pour la visioconférence, on passait à l'atelier en lui-même. Et puis après, on déroulait en fait notre atelier qu'on faisait en fait à l'époque en physique. On l'avait entièrement digitalisé. Donc, on faisait un petit recensement. Là, on avait un petit jeu sur le système digestif. Alors après, c'est très spécifique du coup à notre pathologie. Je te laisse avancer encore un peu, Eric. Voilà. Donc, c'est des jeux en fait qu'on organisait, en tout cas des petites séances d'animation qu'on organisait en présentiel et qu'on a réussi à digitaliser grâce à l'aide de quelqu'un qui s'y connaît bien aussi en informatique, parce que la grande difficulté qu'on a eue aussi à ce moment-là, c'est que moi, je ne suis pas du tout
douée sur l'informatique et que j'ai eu besoin en fait d'aide pour pouvoir digitaliser et apprendre en fait à utiliser des outils comme cela et d'un support aussi technique pendant les périodes, les séances de visioconférence avec des problèmes qu'on rencontre tous où des patients n'arrivent pas à se connecter, n'arrivaient pas à entendre, n'avaient pas le son, des problèmes de bande passante. Et du coup, c'est vrai que c'est toutes des difficultés qu'on n'a pas l'habitude de gérer forcément quand on est en présentiel et qu'il faut qu'on arrive à accompagner aussi quand on est en visio. Donc, ce n'est pas forcément très évident, mais les séances qu'on a faites se sont vraiment très, très bien passées avec un retour positif des patients. Voilà, donc là, vous avez des exemples de cartes où en fait, on faisait, à l'époque du présentiel, c'était un jeu de loi. Là, du coup, on faisait un tirage de cartes au choix du patient avec un tour de table. Voilà, donc là, après, on présentait aussi des outils que les patients pouvaient retrouver sur le site internet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un fort partenariat entre l'association de patients et notre programme d'éducation thérapeutique, parce que du coup, on a une patiente experte ressource qui fait partie intégrante du programme et qui anime les ateliers, qui co-anime les ateliers avec nous. Et on a également dans cet objectif en fait de développement de l'éducation thérapeutique pour l'accompagnement des patients atteints de ces pathologies, créé une association au niveau national en fait qui regroupe les professionnels de santé ainsi que des patients experts de l'AFA. En fait, pour essayer d'uniformiser et de généraliser l'accès à l'éducation thérapeutique pour les patients Mickey sur le territoire national, avec un partage des outils, un partage des connaissances et des compétences, et puis faciliter en fait le développement de programmes d'éducation thérapeutique dans des établissements hospitaliers où c'est compliqué de les mettre en place, soit par manque de moyens, soit par manque de personnel et de soutien peut-être de la hiérarchie. Voilà, je vais repasser la parole à Eric. C'est vrai ce que disait Virginie, c'est que moi, ce dont je m'aperçois, et ce n'est pas que spécifique au CHU de Nice, c'est spécifique à beaucoup de CHU, au niveau numérique, il y a une certaine crainte. Moi, je me rappelle toujours qu'à chaque fois que je proposais, parce que moi, ça fait 10 ans que j'en fais, et ça fait 10 ans que je m'entendais dire, Monsieur Ballet, vous êtes gentil, vous faites ça au CHU de Nice, mais nous, on a 150 km. Comment on peut bénéficier en fait de cette ETP, ou Monsieur Ballet, vous faites ça pendant les horaires de travail, comment on peut en bénéficier? Et c'est vrai que j'avais contacté pas mal de CHU pour voir s'ils étaient d'accord pour lancer ce e-accompagnement. Ça fait déjà 2-3 ans moi, que j'essayais justement désespérément de lancer ça. C'est surtout pour pouvoir donner accès en fait à ces malades. Et c'est vrai que souvent on me disait mais oui, mais ça ne remplace pas le présentiel. Et je disais mais non, ce n'est pas pour remplacer le présentiel, c'est simplement pour donner accès à des personnes qui effectivement n'ont peut-être pas forcément accès à ça. Et le gros souci aussi, c'est que dans un hôpital, dès que vous téléchargez quelque chose, il y a des pare-feux, donc vous ne pouvez pas. Le matériel il est plutôt archaïque, donc c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai qu'on a essayé en tout cas de pré-mâcher un peu le travail, c'est-à-dire de créer en fait, je vais vous montrer, par exemple sur Mickey Connect, on a maintenant créé donc une boîte à outils sur notre plateforme Mickey Connect, où là, vous allez pouvoir avoir donc, des ateliers présentiels, clés en main, des ateliers donc visioconférence, donc clés en main. Ben, ça veut dire quoi? Voilà, on vient de regarder avec Virginie Connaître ma maladie. Donc, vous cliquez ici et vous allez pouvoir en fait télécharger donc, déjà les consignes, c'est-à-dire que vous avez donc le suivi, le descriptif en fait de l'atelier. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Virginie, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé en fait son descriptif de l'atelier. Et puis, à partir de là, moi, j'ai essayé en fait de mettre une interaction pour que vraiment l'atelier soit vivant. Et puis, on s'est rappelé, on a regardé si ça marchait, si ça matchait. Et puis, après, donc, on a continué. Donc, voilà, comme ça. Et après, donc, vous avez aussi donc, la possibilité… Ah, pardon. Là, j'ai perdu mon truc. Hop. Donc après, on a donc mis sur cette boîte à outils donc pas mal de choses aussi, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger des émoticônes, vous pouvez télécharger des cartes, vous pouvez télécharger des photolangages pour que après aussi donc chaque professionnel de santé puisse créer en fait son atelier. Et donc voilà, la chose c'est qu'on a pré-mâché en essayant de mettre en place déjà des ateliers presque clés en main. Bien sûr, il faut se l'approprier. Bien sûr, il faut connaître son binôme. Bien sûr, il faut travailler donc ensemble avant. Mais voilà, c'est de pouvoir donner accès donc à ces ateliers assez facilement aux professionnels de santé, surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu galère au niveau timing. Donc voilà, en gros, si vous voulez, donc ce partenariat donc en ETP. Merci beaucoup à vous deux. Merci Eric et merci Virginie.
Moi, j'ai trois questions là. Peut-être que je peux vous les poser ou je pourrais vous les poser au fur et à mesure. Alors, il y avait déjà une question très technique. En fait, c'est est-ce qu'il y a un logiciel particulier pour développer vos outils? Donc là, voilà une demande très particulière. Peut-être une autre association qui voudrait se lancer dans la même chose. La deuxième. Si on peut les faire une par une, parce que moi, après, c'est vrai que j'ai un peu… Vas-y, Eric, pas de problème. Non, voilà. En fait, effectivement, c'est une bonne question parce que moi, j'avais travaillé justement sur un tableau blanc. Donc, mais effectivement, il fallait donc télécharger l'application et c'est pour ça que je me suis dit, au niveau des CHU, il y a des pare-feux. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir en fait télécharger donc cette application? Donc, finalement, pour rendre vraiment plus facile, on l'a travaillé sur des PowerPoint. C'est-à-dire que vous restez en PowerPoint en mode conception, c'est-à-dire que vous ne le mettez pas en visualisation, en plein écran. Et en fait, vous pouvez animer après votre PowerPoint. Et c'est, je pense, la solution la plus facile. Et je pense que chaque professionnel de santé connaît quand même donc, voilà, le PowerPoint. Merci beaucoup. Et en complément, il y avait une question commentaire en fait sur le fait, une référence en fait à une démarche qui a été lancée aux États-Unis au début des années 2000 sur le fait d'inciter à la parole des patients. Donc, au-delà de ces programmes ETP, est-ce que vous vous inspirez aussi, est-ce que vous créez d'autres médiums en fait qui permettent d'aller chercher la parole des patients? Je pense notamment à des vidéos, puisque c'était ce dont il était question dans le commentaire. Donc, est-ce que vous allez au-delà de ce programme ETP, en ayant des actions autour du programme ETP avec d'autres supports qui permettraient d'inciter à la parole? Alors, du coup, nous, comme on travaille en partenariat avec l'AFA, donc on propose en fait notre programme d'éducation thérapeutique aux patients alors hospitaliers et hors hospitaliers de la région, et on leur communique toujours des moyens en fait d'aller s'informer ou alors de participer à une communauté ou un réseau de patients via justement le site Mickey Connect qui a été créé par l'association de patients parce que c'est vraiment le lien principal et qu'on a l'habitude du coup de travailler ensemble. Donc on sait qu'on va pouvoir échanger et répondre aux besoins des patients de manière comment dire, commune. On a avec les mêmes valeurs, on a les mêmes discours. Très important aussi pour des patients, c'est de se sentir rassuré et d'avoir une équipe qui va aller dans le même sens et de ne pas avoir de contradiction, parce qu'après, c'est très compliqué sur des pathologies chroniques comme celles que nous accompagnons avec Eric. Et donc, en fait, en général, on leur conseille d'aller du coup sur les plateformes. Et là, Eric, je te laisserai peut-être développer sur la plateforme Mickey Connect avec le chat et puis tout ce qu'il y a comme vidéo et puis permettre de réseau social aussi que permet l'application. Tout à fait. Donc, avec la plateforme Mickey Connect, effectivement, moi, j'ai tourné plus de 400 vidéos parce qu'en fait, pourquoi j'avais fait Mickey Connect, c'était vraiment pour avoir une information validée. Parce que moi, quand j'étais malade, j'allais sur un site pour avoir les droits sociaux, sur un autre site pour l'alimentation, un autre site pour le voyage. Là, en fait, on est sur une plateforme agréée CNIL avec protection de données et validée en fait par un comité de pilotage donc, où il y a des médecins. Donc, déjà, on est sûr d'avoir en fait la bonne information. Et effectivement, comme vous êtes sur cette plateforme, vous bénéficiez de plein de vidéos. Donc oui, par exemple, nous, dans l'alimentation, je fais souvent aussi des petites vidéos donc, animées sur la digestion, par exemple. Ça, on va l'utiliser, bien sûr, dans notre atelier. C'est-à-dire montrer comment, en fait, la digestion se passe. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les malades ne savent pas vraiment. Donc, c'est une petite vidéo animée, hyper pédagogique, qui va permettre donc, de faire ce genre de choses-là. Donc oui, on utilise bien sûr donc, des vidéos, on utilise des gifs, on utilise donc des infographies aussi pour peut-être rappeler combien de malades de Crohn, le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, enfin voilà, donc pour donner quand même une information aussi générale en tout cas pour les malades s'ils en ont besoin. Merci beaucoup. Je vais juste citer, parce qu'on aurait dû commencer comme ça, en fait, beau travail Virginie Eric, bravo. Nous allons nous inspirer de tout cela. Donc, je pense que c'est important de vous redire ça. Alors, il y a eu quelques questions autour de la valorisation. Alors, il y a une question autour, est-ce que c'est valorisé, reconnu au niveau du CHU? Mais moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin que la question. Donc, déjà, vous pourrez répondre à ça. Mais quel est le retour là, en termes de ressenti, en termes de satisfaction, d'une part, des patients, des patientes, et puis des professionnels, en fait? Donc, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est quoi les premiers retours? Et puis, est-ce que tout ça, c'est bien reconnu à sa juste valeur? Voilà.
Alors, en termes de reconnaissance et de valorisation, absolument aucune, je dirais. Le programme tient essentiellement sur le bon vouloir et le bénévolat des intervenants. Alors, le passage à la digitalisation, il a été vraiment au départ, pas forcément très bien vécu. Enfin, en tout cas, on a mis beaucoup de temps à s'y mettre parce que Eric nous avait proposé ça depuis des années et puis on était tous pas très convaincus. Donc, le Covid nous a vraiment clairement donné motivation et on a pu, là pour le coup, tout le monde était très engagé dans l'équipe pour pouvoir aller de l'avant et donc permettre aux patients de continuer cet accompagnement. Les retours ont été très satisfaisants pendant toute la période de confinement, parce que les patients, en fait, du coup, eux aussi avaient une certaine liberté, entre guillemets, et temps qu'ils n'ont pas forcément en période courante, parce qu'ils, du coup, ils travaillent, ils ont une vie de famille, et là, le confinement a permis à tout le monde de se poser et de reprendre le temps. Donc, du coup, les ateliers, même qu'on faisait en journée, se sont vraiment très, très bien passés. Tout le monde était disponible et content de pouvoir participer à ça. L'après-Covid, en toute honnêteté, est un petit peu plus compliqué parce qu'au final, l'après-Covid, on est toujours dans le Covid, mais en tout cas, l'après-confinement pur et dur qu'on a pu connaître, ça recomplique un peu les choses parce que du coup, les patients ne peuvent toujours pas revenir à l'hôpital, mais en même temps, ils ont repris leur vie quotidienne. Et donc, c'est vrai que là, l'organisation, sur vraiment la gestion organisationnelle des ateliers collectifs, on se retrouve de nouveau confronté à des problématiques de temps, de planning et de disponibilité en fait, et des intervenants et des patients. La visio, à mon grand étonnement, a vraiment permis des échanges très émouvants. Et le fait d'être derrière un écran n'a pas du tout limité l'échange entre les patients eux-mêmes qui des fois échangeaient complètement en dehors de l'atelier et puis réussissaient à avoir des échanges personnels à des moments. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très positif et donc ça nous a quand même donné envie de continuer dans ce sens-là. Et que même après Covid, si on peut réorganiser des ateliers en présentiel, on essaiera quand même de favoriser les deux pour les patients qui, du coup, comme disait Eric, habitent très loin et ne peuvent pas forcément se déplacer à l'hôpital et laisser des opportunités aux patients. Et je pense aussi que finalement, je vois, alors les CHU, ça va parce que ça brasse quand même pas mal de malades, mais vous avez des CH, par exemple, où il y a peu de malades. Et je pense que ça peut être une carte aussi. Il faut savoir que nous, on a développé le e-accompagnement. Donc, c'est en fait la IETP qu'on appelle e-accompagnement au sein de notre association. Et c'est vrai que on peut, à travers en fait, ce e-accompagnement, le proposer à des CH qui ont du mal à réunir, par exemple, 5 ou 6 personnes, parce que c'est quand même compliqué de réunir 6 personnes le même jour, la même heure. Il faut savoir, nous, quand on pose un atelier, par exemple, dans notre newsletter sur l'alimentation, on a 50 inscriptions. Ça veut dire qu'on peut en prendre que 8. Donc, ça veut dire qu'on a déjà 6 ateliers qui sont prévus là, dans les 2 mois qui suivent. Donc, ça veut dire qu'on pourrait intégrer aussi des patients, éventuellement, donc de CH qui ont du mal à faire ce groupe, parce que je pense que le groupe, c'est vraiment primordial. C'est là aussi les malades peuvent échanger. Donc, l'individuel, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir faire du groupe. Ok, donc le temps passe. Je vais vous poser 2 questions qui, à mon avis, vont ensemble, mais vous ne serez peut-être pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a posé la question des facteurs favorisants, déclencheurs autour de la IETP. Et donc, il y a aussi la question en sens inverse, la question de la fracture numérique, des patients qui ne seraient pas à l'aise. Et voilà, comment est-ce qu'on fait ce lien-là? Et vous avez un petit peu évoqué ça, justement, le lien entre présentiel et distanciel, en fait. Est-ce qu'il y a des choses à imaginer, justement? Eric, tu viens d'en parler, on voit bien que des gens qui seraient distants, où il y a peu de monde. Je vous laisse développer ces idées. Alors, donc facteur favorisant déclencheur pour le IETP, la question de la fracture numérique, et puis du coup, le lien entre distanciel et présentiel. Ça fait beaucoup, je suis désolé. Non, mais comme l'a dit Virginie, je pense qu'on va arriver sur des formats hybrides, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y aura du présentiel parce qu'il faut privilégier le présentiel, mais il faut pouvoir donner accès en fait, à des personnes, soit qui sont loin, soit qui travaillent. Il faut pouvoir leur proposer aussi cette ETP. Donc, je pense dans l'avenir, ce sera donc, des formations, de l'éducation thérapeutique, donc hybride. Après, pour ce qui est fracture numérique, moi, je dis simplement, là, aujourd'hui, on touche 30%, allez, je dis n'importe quoi, mais on touche 30%
en présentiel, ben, fracture numérique, ok, mais si on passe déjà en numérique, ben, on va peut-être toucher 60%, ben, c'est déjà mieux que 30%. Alors effectivement, on aura toujours cette fracture numérique, mais ben, petit à petit, ben, on essaye de résoudre ce problème. Donc il y a peut-être aussi ben, le smartphone. Il faut savoir que notre application aussi est donc sur smartphone. Donc peut-être aussi déjà là, ça donne accès aussi à beaucoup plus de personnes. Je pense que là, on est dans un vrai changement et du coup, l'état actuel sanitaire enfin, en tout cas dans notre cas, nous personnels, ça nous a permis de réfléchir à une nouvelle dynamique et à une nouvelle évolution. Après, rien n'est figé, on s'adapte aussi au jour le jour, on évolue avec les patients, avec les équipes, avec les possibilités que nous avons. Parce que c'est vrai qu'en termes de difficultés par rapport aux freins, clairement, ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que les capacités en outils numériques et outils qu'on a à disposition à l'hôpital, c'est pas forcément évident parce que personnellement, dans mon bureau, j'ai pas d'ordinateur avec une caméra qui me permet d'organiser un atelier en visio. J'ai dû trouver une salle où il y avait un écran qui permettait de faire de la visio, de pouvoir s'assurer qu'on pouvait installer les systèmes de visioconférence, parce que même si on utilise un PDF pour la présentation, on utilise quand même un réseau, comme là, aujourd'hui, on fait par Zoom, là, on le faisait par Midji ou on peut le faire sur Wikiconnect, enfin, bon, on utilise plusieurs choses. Voilà, mais toutes ces choses-là, évidemment, vont être des freins à la mise en place et à l'organisation des programmes d'éducation thérapeutique, mais c'était déjà le cas en fait en présentiel. Je pense que le digital, c'est juste un step supplémentaire, mais dans tous les cas, l'éducation thérapeutique, c'est en permanence bousculer des barrières et essayer d'avancer à contre-courant, parce qu'on n'est pas dans le système hospitalier, je trouve, très soutenu et très valorisé pour tout ce qu'on va mettre en place et le temps que ça prend. Merci beaucoup à tous les deux. On va juste passer, on va conclure sur votre intervention. On vous remercie beaucoup. Vous illustrez bien ce duo usager-professionnel assez organique et assez engagé. D'ailleurs, on voit aussi que ça arrive souvent que ce soit les patients dans ces cas-là qui soient force de proposition, qui fassent émerger ce genre aussi de propositions audacieuses et qu'après, des partenaires institutionnels les prennent, travaillent avec eux, etc. Mais on voit souvent qu'il y a une force de proposition assez importante et c'est aussi ce que dans la démocratie en santé, on essaye de souligner, c'est le fait que un des intérêts, pas principal, mais un des intérêts de collaborer et de coopérer avec les usagers du système de santé, c'est cette force de proposition des personnes concernées. C'est-à-dire que face à certains défis, il y a souvent un intérêt, une appétence et une énergie encore plus importante pour faire face à ces défis et à trouver des façons innovantes de les résoudre, en tout cas d'y faire face. Alors, merci encore à vous deux.